Écoute, c'est parti. Bah, déjà, bonjour Julien. Bienvenue sur le podcast Uncut. Merci beaucoup de m'avoir invité, en tout cas, ravi d'être là. Et ben, écoute, ce que je te propose, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est que je vais te présenter. Enfin, je vais essayer de te D'accord? présenter pour Ok, ceux qui ne me connaissent pas, et puis on partira de là, et après on va avancer comme ça. pas de Donc, souci. Julien, tu es un athlète IFBB Pro, men's physique, et tu as fait un peu de classique aussi, une Ouais. compétence classique. Tu es aussi créateur de contenu, tu as fait énormément de choses sur YouTube, sur Instagram. Tu as un site, tu tiens un blog qui est extrêmement fourni sur le bodybuilding. Tu as une présence sur Internet depuis très longtemps et tu es très impliqué dans le monde du bodybuilding. Est-ce que j'ai bien résumé à peu près ta personne? Ah, c'est bien, bien. C'est vrai que la plupart du temps, les gens ont du mal à me résumer en si peu de temps, mais je trouve que tu l'as fait à merveille. Parce qu'on me considère souvent comme influenceur, youtubeur, etc. Et c'est vrai que c'est pas vraiment comment je me considère, disons. Je me considère comme coach avant tout, parce que c'est vrai que j'ai fait toutes mes études là-dedans. Et les réseaux sociaux sont venus tellement loin après que je me considère pas comme influenceur, youtubeur ou quelque chose comme ça, tu vois. Et athlète professionnel, c'est après aussi. Donc, je suis coach avant tout et préparateur physique. Et super. Et de ce que je comprends, aussi un passionné. Parce que moi, comment j'ai fait pour rentrer en contact avec toi, c'est qu'en fait, on s'est croisés à Orlando, en fait, durant Au les Mister finales, Olympia, exactement, durant les finales de Mister Olympia de 2023, donc le podcast en c'est ça. 2024, donc le dernier Mister Olympia en date. Bon, du coup, je pense qu'avant qu'on parle de ta carrière, j'ai bien envie qu'on parle de Mister Olympia de cette année, du bodybuilding actuellement, de men's physique. Carrément. Ouais, carrément. Bah déjà, qu'est-ce que tu as pensé de la compète cette année à Orlando, quoi, simplement? Alors, moi, c'est vrai que le Mister Olympia, pour moi, c'est quelque chose d'assez important dans le sens où j'ai commencé ma chaîne YouTube avec ça, en fait. C'était mes toutes premières vidéos il y a 7 ans de ça, où j'allais à Las Vegas, justement, filmer le Mister Olympia, les coulisses, l'expo et tout ça. Et je pense que j'ai été un des premiers à le faire, et c'est aussi une des raisons qui a fait, bien sûr, après, bien sûr, avec mon parcours, mais qui a fait petit à petit connaître la chaîne. Et chaque année, du coup, je suis retourné et j'ai continué à filmer ça. Et c'est vrai que c'était assez incroyable. Et ces dernières années, donc, suite au Covid, ils l'ont déplacé à Orlando pour pas mal de raisons. Donc, j'y suis allé 2 fois à Orlando. J'y suis allé il y a 2 ans. Je suis pas l'année dernière et je suis allé donc cette année. Et alors, c'est vrai que c'est pas la même ambiance qu'à Las Vegas, faut l'avouer quand même. Il y a moins de magie de Vegas, il y a moins de. Ça fait un petit peu moins rêver, on va dire. C'est moins grandiose, mais ça reste quand même exceptionnel. C'est vrai que la finale, c'était juste incroyable. Il y avait un monde de dingue. Il y a une qualité aussi au niveau de la scène, des éclairages, des athlètes. C'était quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et puis après, pour te parler ouais, de l'Olympia en lui-même, euh, c'est vrai que ces dernières années, je trouve quand même que c'est un petit peu moins intéressant qu'il y a quelques années. À l'époque, c'est sûr que c'est plus l'époque des Jay Cutler, Ronnie Coleman, etc., quoi. J'avoue que euh, il y a moins, disons, d'attrait maintenant, je trouve. Enfin, personnellement, de mon côté, hein, c'est un avis personnel. Mais par contre, grâce aux nouvelles catégories comme classique physique aussi qui font vraiment beaucoup parler, avec grâce à Sebum, hein, faut pas se le cacher, c'est Chris Bumstead, c'est vraiment le physique incroyable, classique, qui rappelle le bodybuilding des années 80, l'époque d'Arnold et tout ça. Il a un physique juste incroyable et il a une popularité qui c'est juste phénoménal, quoi. Ça Donc dépasse même c'est le vrai body, que hein, j'ai l'impression, sa ça popularité. dépasse. Ah ouais, sa popularité à lui, en tout cas, dépasse celle du body largement. Et du coup, ça a fait grandir la catégorie classique physique qui est de plus en plus regardée. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'intéresse beaucoup plus. euh, Parce que je préfère effectivement les physiques plus esthétiques, un petit peu moins gros, plus symétriques, etc. Et c'est vrai que c'est pour moi ma catégorie préférée. D'ailleurs, c'est pas pour rien si j'ai fait ma dernière compétition aussi pro en classique physique.
Euh, Parce que je voulais vraiment monter sur scène dans cette catégorie-là et puis faire mon posing. Et puis voilà, c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Sinon, après, il y a tellement de choses à dire sur ce Mister Olympia que je sais pas, par rapport à l'expo en elle-même, il n'y a plus honnêtement l'effervescence de ce qu'il y avait il y a quelques années. Je trouve que c'était un peu plat. Euh, je me rappelle tellement, il y a 7 ans, 6 ans, 7 ans, c'était vraiment énorme. Il y avait plein d'athlètes sur les stands. Il y avait, on te, on nous donnait beaucoup de cadeaux dans chaque truc et tout. Maintenant, c'est plus vraiment le cas, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu partout pareil. Alors, est-ce que c'est dû aux réseaux sociaux, que du coup les gens se déplacent beaucoup moins en fait dans ces salons maintenant? Puis maintenant, en fait, pour avoir des cadeaux, que ce soit des barres de protéines ou des trucs comme ça, ou des t-shirts et tout, il faut limite payer ou alors remplir des formulaires longs comme le bras, faire des queues, etc. C'est plus vraiment comme avant. Donc j'ai l'impression que ça a perdu un petit peu voilà, d'intérêt au niveau de l'ESPO. Mais sinon, voilà, j'ai quand même pu croiser certaines athlètes, dont Ronnie Coleman notamment aussi, mais je l'avais déjà croisé plusieurs fois. Mike O'Hearn, j'ai pu discuter avec lui aussi. Lui, je l'avais rencontré à Los Angeles plusieurs fois, on avait pas mal échangé. Et à chaque fois, il se rappelle de moi parce que chaque année, on se revoyait. Donc, on a pu discuter un petit peu ensemble. Et puis, voilà, et plein d'autres athlètes aussi, super sympas. Mais voilà, c'est toujours une super expérience. Mais c'est vrai que j'ai plutôt hâte du prochain Mister Olympia cette année parce que pour les 60 ans, ils ont décidé de le faire à Las Vegas, de retourner à Las Vegas. Et là, ça va être donc les 60 ans du Mister Olympia. Je pense qu'ils vont faire quelque chose de gros. Donc, hâte d'y être et de partager encore tout ça, de voir justement comment ça a évolué, si on retrouve la magie de Vegas. Mais voilà, hâte d'y être. Ouais, c'est vrai que, tu sais, pour en avoir discuté avec plusieurs personnes sur place, moi, je suis jamais allé à ceux de Vegas, mais le Orange Country Convention Center, là, celui de Orlando, c'est vrai qu'il fait un peu vieillot. C'est vrai que la Et convention fait pas toute jeune, en tout cas, le centre de convention fait pas tout jeune et il semblerait effectivement que, bah, Las Vegas, c'est un peu l'image qu'on se fait de Las Vegas, finalement, bah, un c'est peu ça, plus, c'est que à Orlando, en pimpant. fait, tu sors du centre de convention, bah, t'as rien. Tu fais 5-10 minutes de voiture, tu as tous les parcs Disney, etc. Mais en fait, c'est Disneyland, quoi. C'est pas vraiment c'est pas la magie de Las Vegas. Là, c'est pas le truc du show, quoi. Alors que pour l'avoir vu à Las Vegas, les finales, c'était vraiment incroyable dans une salle, mais vraiment exceptionnelle. Ça faisait, voilà. Et puis quand tu sors aussi de la salle, bah, tu as tous les hôtels de Las Vegas avec cette ambiance quand même si particulière. Enfin, ça fait vraiment chaud, quoi. Tu sais que sa place, c'est là-bas, quoi. C'est vrai que malheureusement, celui d'Orlando. Après, moi, j'étais content, hein, vu que c'est à 3 heures de chez moi, donc forcément, c'est plus pratique. Mais voilà, c'est pas la même chose, quoi, j'avoue. Il y a aussi, il y a aussi quelque chose dont je voulais parler. Tu as beaucoup concouru, dans la catégorie, men's physique, du coup et Oui, c'est ça. l'athlète qui a gagné, cette année, Ryan Terry, ça fait, 10 ans, pratiquement qu'il se bat dans cette Ouah, c'est catégorie. clair. Tu vois, tu disais C'était. qu'il y avait plus trop ce flow, plutôt cette rivalité, mais effectivement, en open, en ce moment, il y a quelques noms qui ressortent, mais j'ai l'impression que, comme tu le dis, le «flow» entre guillemets, c'est un peu déporté en classique où on a des affrontements assez intéressants et aussi en men's où on a, bah, de belles histoires, avec, Ryan Terry. Bah, c'est-à-dire que en fait, moi, j'avais effectivement, je m'étais intéressé à la catégorie men's physique. J'ai eu ma carte pro dans cette catégorie-là et tout ça parce que forcément, j'avais pas envie d'avoir un physique extrême. En fait, je voulais rester athlétique et du coup, c'était une catégorie qui m'intéressait. Et c'était d'ailleurs, si tu regardes les débuts du Mister Olympia en men's physique, les gars, enfin, ça n'a rien à voir avec ce que c'est maintenant, quoi. Je veux dire, limite en amateur, ils sont plus musclés que les gars de l'Olympia, du premier Olympia du men's physique, tu vois. Donc, ça n'a plus rien à voir du tout. Là, ces dernières années, les men's physiques, ça devenait n'importe quoi. Donc, c'était un haut de classique physique. Et puis, c'est vrai que, alors souvent, on disait qu'ils n'avaient pas de jambes, mais c'est parce qu'aussi, effectivement, le short les cache beaucoup. Mais
voilà, du coup, je trouve que ça faisait vraiment disproportionné et finalement, ça n'avait plus vraiment d'intérêt parce qu'ils avaient des hauts énormes. C'était, franchement, on aurait dit des bodybuilders en short. Et du coup, pour moi, ça n'avait plus aucun intérêt. Donc, de voir des bodybuilders en short finalement dans cette catégorie-là, bon, ça m'avait un petit peu saoulé, je t'avoue. Et là, cette année, ils ont vraiment décidé de changer les choses justement. Et le fait qu'ils aient fait gagner Ryan Terry, je pense que ça remet les choses vraiment à plat. Ça remet en fait cette catégorie bah, dans ses débuts finalement. Faut dire que Ryan Terry a vraiment un physique exceptionnel. Depuis une dizaine d'années, il est là. Il a jamais rien lâché. Il s'est toujours battu pour essayer de rester dans le top 5 du Mister Olympia. Alors parfois ça a marché, parfois non. Euh, mais il a jamais baissé les bras. Et pourtant, c'est difficile de chaque année pouvoir essayer de se reclasser, puis finalement de voir d'autres qui nous dépassent sans savoir vraiment pourquoi. Alors on lui disait que c'était son dos qui manquait de volume par rapport aux autres compétiteurs et il a travaillé effectivement pendant une année complète sans concourir pour renforcer ce point faible-là. Et, euh, et du coup, il est arrivé vraiment à merveille parce que franchement, il a vachement progressé au niveau de son dos. Et puis lui, ce qui est exceptionnel chez lui, c'est non seulement sa ligne, mais aussi sa sèche. Et puis voilà, je trouve qu'il incarne le parfait men's physique. Donc je suis vraiment content pour lui qu'il ait gagné du coup cette année parce que franchement, il mérite vraiment quoi. Donc vraiment bravo, c'était une belle surprise. Alors, tu as dit plusieurs trucs, que je trouve ultra intéressants. L'évolution de Men's Physique, toi, tu l'as vu, hein, puisque tu étais là dès le début. Ils ont fait gagner Ryan, Terry cette année et ça concorde aussi avec une évolution des règles, C'est dans la ça, catégorie qui a changé, avec un raccourcissement du short pour voir un peu plus, les jambes, finalement et également taille un poids. ratio poids-taille qui Ouais. va être instauré et donc du coup, j'ai l'impression que Ryan Terry qui était aussi mannequin, qui a fait beaucoup de magazines et cetera, ça ça revient plus aux origines de la catégorie qui était d'avoir plus ou moins des mannequins bodybuilders, enfin, j'ai Alors l'impression qu'en fait tout concorde avec cette nouvelle règle. alors oui, c'est un peu ça aussi. Alors j'avais fait une vidéo justement sur ces nouvelles règles qu'ils allaient sortir. Donc ces nouvelles règles, elles n'étaient pas encore installées à l'Olympia parce qu'ils avaient dit que ça serait pour après l'Olympia. En gros, comme tu dis, ils veulent faire un rapport taille-poids, sauf que quand j'ai regardé les rapports, euh, finalement, c'est quand même énorme. Donc si tu veux, je crois que pour 1m80, il faut faire jusqu'à 95 kilos. 95 kilos sec. Moi, pour exemple, j'étais à 94 pour 1m80 en classique physique dans ma dernière compète. Donc, si tu veux, pour moi, c'est déjà trop, en fait. La plupart des men's physiques, ils sont même pas à ce poids-là, finalement. Euh, il y a quand même une trop grosse marge, en fait. Ils auraient dû, je pense, descendre ce ratio-là, parce que finalement, il y en a certains, ça leur laisse encore de la marge. Alors du coup, effectivement, c'est bien d'avoir remonté aussi le short parce que sinon tu te dis, bah, je ne dois pas dépasser un certain poids. Bah, c'est facile, je pose plus les cuisses comme ça, au moins je pourrais avoir un haut énorme et puis arriver à faire le poids. Mais là, apparemment, ils veulent quand même un équilibre entre le haut et le bas du corps, donc ça, c'est une très bonne chose. Euh, En soi, c'est une bonne chose de faire ça, mais ça va, je pense, inciter quand même malgré tout à prendre un peu plus de risques encore, parce que pour atteindre un poids, ben, souvent, malheureusement, c'est des régimes drastiques à la fin où on coupe l'eau, on prend des diurétiques, etc., pour atteindre un certain poids. Donc, voilà, je ne sais pas sûr que finalement, ça soit une si bonne idée que ça. Ou alors, il aurait fallu vraiment descendre le ratio beaucoup plus bas, quoi, pour être sûr d'avoir des physiques moins énormes. Mais bon, c'est quand même une bonne volonté. Donc, voilà, mais sinon, il n'y a que 10 pounds, on va dire, de moins que la catégorie classique physique. Donc, environ 5 kilos, plus ou moins. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc, Peut-être un premier pas avant voilà, c'est un de premier pas. Mais bon, ouais. pour pour en revenir à toi, encore une fois, là, tu parlais de la catégorie qui a beaucoup évolué et cette catégorie, tu l'as bien connue, hein, parce que tu as longtemps concouru, dedans. Ouais, c'est ça, c'est Hem, ça. je voulais revenir, sur ta carrière. Toi, quand tu es arrivé aux États-Unis, de ce que
ce que j'ai lu, de ce que je me souviens, tu n'avais pas ta carte pro et tu as dû te battre, tu as dû faire énormément de compétitions pour l'obtenir. Tu as dû faire un long chemin et ça n'a pas été facile et ça n'a pas été sans conséquences de ce que je connais de l'histoire. C'était ouais, c'était le parcours du combattant. Alors d'abord, j'ai commencé par Musclemania, donc pour la fédération Musclemania, j'ai commencé en muscle modèle. Euh, Ensuite, il y a eu la catégorie Men's Physique à Musclemania aussi. Et j'ai d'abord eu ma carte pro chez Musclemania. Et ensuite, j'ai fait une compétition pro chez eux. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, ça ne m'intéresse pas. Enfin, là, je voulais être pro IFBB parce que Musclemania, c'est bien, mais c'est pas une fédé, disons, aussi prestigieuse que l'IFBB. Donc, l'IFBB, c'est mondialement reconnu. C'est la fédération d'Arnold, forcément. C'est la plus prestigieuse au monde. Donc, je voulais vraiment devenir IFBB Pro. Sauf qu'à l'époque, j'étais pas américain. Et du coup, il n'y avait pas non plus de compétition en France, en Europe, comme on a aujourd'hui avec la NPC et tout ça. Donc, en gros, le seul moyen d'avoir la carte pro à l'époque, c'était pour moi de gagner 5 overalls. Donc 5 overalls, c'est-à-dire qu'il fallait que je gagne non seulement 5 compétitions, mais en plus de ça, le toute catégorie. Et donc c'est ça qui était incroyablement compliqué, surtout aux États-Unis, dans le pays du bodybuilding, contre les Américains. En gros, il fallait que je sois plus fort que tout le monde, et ça, 5 fois. Quand on m'a dit ça, ça me parut vraiment impossible. Je me suis dit, bah, c'est bon, c'est juste pas possible, quoi. Mais j'ai quand même décidé de tenter, ma foi, de toute façon, j'avais rien à perdre. Et j'étais tellement motivé, tellement focus sur ça que voilà, j'ai décidé de commencer à concourir du coup en NPC. J'ai fait mes premières compétitions et puis en fait, je me suis quand même assez vite classé dans les top 3 jusqu'à ensuite gagner une première compétition, mais pas faire l'overall. Donc ça, c'est un peu les boules aussi parce que tu gagnes, mais après, tu gagnes pas ta catégorie. Donc en fait, en men's physique, en amateur, il y a des catégories de taille. À l'époque, je pense qu'il y en a encore aujourd'hui. Et du coup, ça veut dire que tu gagnes ta catégorie et ensuite que le toute catégorie, je ne l'avais pas gagné. Donc c'est vrai que ça fout un peu les boules. Et jusqu'à ce que je gagne finalement, enfin, mon premier overall, donc le premier toute catégorie. Et du coup, là, ça m'a reboosté, forcément, parce que je me dis, bon, ça y est, j'en ai gagné un, mais bon, il m'en faut encore 4. Et là, quand même, avec tous les efforts que j'avais fait, je m'étais dit, ouais, c'est possible, mais ça va être très, très compliqué. Ça veut dire qu'il va falloir que je concours quasiment chaque mois. Donc, mais j'étais tellement focus, j'avais tellement cette volonté d'avoir ma carte pro que finalement, j'ai pas lâché les bras, j'ai pas lâché l'affaire et j'ai décidé coûte que coûte, de continuer, continuer, continuer. Et effectivement, j'ai concouru très souvent, presque tous les mois. Donc, ça veut dire que pendant 2 3 ans, j'ai été en diète non-stop quasiment. Donc, c'était très, très compliqué, j'avoue. Mais j'ai tenu le coup et puis jusqu'à ce que j'atteigne finalement ces 5 overalls. Forcément, ça n'a pas été non plus ça a été très compliqué parce que au bout du quatrième, il m'en manquait juste un et puis bah là, finalement, je refais deuxième. Alors que j'avais fait premier jusque-là. Donc là, c'est des boules parce que tu arrives presque à toucher du bout des doigts ton rêve et puis en fait, c'est pas encore gagné, donc tu continues et jusqu'à ce que j'y arrive. Et, euh, et puis voilà, donc finalement, j'ai enfin réussi à avoir ces 5 overalls et donc ça m'a permis d'avoir ma carte pro et du coup de devenir un des premiers Français men's physique du coup IFBB Pro avec notamment Stan, mon pote Stan Animal aussi, qui la même année, à quelques mois d'intervalle, on l'a eu presque en même temps, disons. Et, euh, et du coup, voilà, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, c'était pas non plus les mêmes critères qu'aujourd'hui, parce que c'est sûr qu'à l'époque où j'ai eu ma carte pro, je devais peser dans les 80-82 kilos. Euh, Clairement, aujourd'hui, je pense que si j'avais affiché le même physique, je pense que ça serait, enfin, je l'aurais pas. C'est pas les mêmes, c'est plus les mêmes critères. Mais c'est comme aujourd'hui, les critères du bodybuilding ne sont plus du tout les mêmes critères qu'à l'époque d'Arnold. C'est pareil. Donc Ça évolue beaucoup, hein. voilà, ça Mais évolue tellement vite. Ouais, c'est clair.
Mais alors, attends, parce que j'ai une question. Entre le moment où tu arrives aux États-Unis pour te dire, OK, je vais me battre, je vais faire des compétitions, je vais réaliser mon rêve, je vais devenir professionnel dans la fédération IFBB, et le moment où ça arrive vraiment, il se passe à peu près combien de temps? Waouh, alors, ça fait 12 ans maintenant que je suis parti aux États-Unis. Et les 2 premières années, si je dis pas de bêtises, j'ai fait Musclemania. Donc ça m'a pris, je pense 3 4 ans avant d'arriver à être pro. Alors attends, il faut que je regarde ça parce que ça fait tellement longtemps que je ne veux pas te dire de bêtises. Hem, je vérifie, en même temps parce que c'est vrai que j'ai fait 35 compétitions en tout dans ma carrière, voire un peu plus. Donc ça, je sais pas si tu imagines, mais ça commence à faire. C'est Ça fait un sacré ça nombre fait de diètes. beaucoup. Donc Musclemania, en fait, j'ai fait Musclemania de 2013 à 2015. Et j'ai commencé la NPC, du coup. La NPC, c'est la fédération amateur qui permet de devenir IFBB Pro ensuite, en fin 2015. Et j'ai eu ma carte pro ensuite euh, alors, attends que je te dise pas de bêtises, fin 2016. Donc en gros, je suis parti aux États-Unis en Si je dis pas de 2012. bêtises, au Grand Prix de Floride. Non, c'est pas ça? C'est ça, c'est ça. Voilà. Florida Grand Prix, ouais. Donc en gros, voilà, je suis parti aux États-Unis en 2012 et j'ai eu ma carte pro en 2016. Donc ça m'a pris 4 ans, euh, sachant que quand je suis parti aux États-Unis, ça faisait déjà 10 ans que je pratiquais la musculation et, euh, et j'avais, non, même plus que 10 ans, je dis des bêtises, ça faisait presque plus de 15 ans. Et j'avais fait déjà mes premières compétitions en France en 2004. Donc, si tu veux, je n'étais pas non plus un novice là-dedans, quoi. Donc, voilà, c'était pas non plus tout nouveau. Mais, euh, mais voilà, à partir du moment où je suis arrivé aux États-Unis jusqu'à ce que je décroche ma carte pro UFBB, ça a mis 4 ans. Ok, ça fait Donc beaucoup. voilà, et puis en même temps que ça, j'étais à fond aussi pour pouvoir avoir mon premier visa pour les États-Unis, qui a été très compliqué aussi. Puis ensuite ma carte verte, ça a été un parcours du combattant aussi. Donc en fait, tout ça, ça a été en même temps que les compétitions, si tu veux. Donc c'était un boulot à temps plein aussi, quoi. La carte verte, le dossier de la carte verte, c'était un boulot à temps plein. Les gens s'en rendent vraiment pas compte, mais c'est très, très, très compliqué. Et ça aussi, c'est un parcours du combattant. Donc je menais de front tout ça en même temps. Et je pense que ça m'a renforcé aussi mentalement. Et puis voilà, donc c'est ça aussi qui m'a permis, je pense, d'aller jusqu'au bout de tout ça, hein, parce que c'est vrai que ça m'a renforcé le mental, quoi. Donc, Tu as mentionné quelqu'un là pendant que tu parlais de ton parcours pour devenir pro, que je pense que tout le monde connaît. Tu parlais de Stan. Alors vous étiez tous les deux Français, bon, Stan, français, ou pas, vous en discuterez encore une fois, c'est qui? Non, il est suisse, non, bref. 2 francophones, aux États-Unis avec le rêve de devenir, IFBB pro dans la même catégorie à cette époque-là. C'est à ce moment-là que vous avez fait connaissance, réellement? Pendant les alors, compétitions, via les réseaux? on a fait connaissance au Musclemania Paris. Donc, bien sûr, on n'était pas pro ni l'un ni l'autre à l'époque. Et du coup, c'était dans la catégorie muscle modèle où j'avais fait premier et donc lui avait fait deuxième, il me semble, deuxième ou troisième, un truc comme ça. Euh, et du coup, après, on s'est retrouvé à Las Vegas pour Musclemania aussi, pour une autre compétition. Et on avait déjà super bien sympathisé et tout ça. Et après, il se trouve que on a eu notre carte pro donc à quelques mois ensuite d'intervalle en IFBB ensuite. Et là, on a été du coup contacté par à l'époque le sponsor My Muscle, donc qui nous avait recrutés tous les deux. Et on s'est retrouvés sur le salon du fitness à Paris à l'époque. C'était vraiment incroyable parce que je revenais en France alors que ça faisait presque 3 ans que j'étais pas revenu. Parce que quand tu fais une démarche de carte verte et tout ça, tu es un peu bloqué aussi aux États-Unis, tu peux pas trop voyager, etc. Et ça faisait quasiment 3 ans que j'étais pas revenu en France. Et du coup, j'avais déjà construit
mes réseaux sociaux. J'avais commencé à ma chaîne YouTube, j'avais 60 000 abonnés à l'époque, il me semble. Mais si tu veux, j'avais pas du tout réalisé l'impact, si tu veux, de tout ça, parce que j'étais tellement focus que voilà, je voyais que j'avais quelques abonnés et tout ça, pas mal de commentaires et tout, mais ça restait très très virtuel, si tu veux. Et quand je suis arrivé au salon du fitness à Paris, où j'avais mes affiches en gros sur le stand, il y avait des gens qui attendaient depuis le matin, 8 heures, qui faisaient la queue pendant des heures et des heures. Et sur 3 jours non-stop, ça a été les autographes et les photos. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. En fait, c'était incroyable. Et puis, du coup, on était tous les deux avec Stan et puis Théo aussi, Théo le guerrier, euh, où on a fait connaissance et on a super sympathisé en fait avec Stan et Théo. Et du coup, ils nous avaient pris un appart, le sponsor à cette époque-là, sur Paris, du coup, pour, euh, pour les quelques jours. Et du coup, on dormait tous les trois dans cet appart-là. Et donc, on a lié d'amitié encore plus, si tu veux. Et c'était assez fort. Et du coup, voilà, Théo maintenant est aussi IFBB Pro, évidemment, en Open. Et il fait l'Olympia. Donc, c'est incroyable aussi. Alors qu'à l'époque, il était aussi amateur. Et puis voilà, finalement, on est allés tous au bout de nos rêves, finalement. Euh, et, euh, et puis voilà, c'était vraiment quelque chose d'incroyable et voilà, que je me rappellerai vraiment, vraiment toute ma vie. Cette époque-là, c'était vraiment génial. Et oui, donc depuis cette époque-là, on garde contact, on se revoit de temps en temps quand on peut, même si chacun on a notre vie et tout ça. Et avec Stan, on s'est revus là justement pour le dernier Mister Olympia. On a fait une vidéo training ensemble aussi, et c'était vraiment, vraiment très cool. Et puis voilà, et puis on a toujours contact, et puis voilà, c'est cool quoi. Et puis, si je dis pas de bêtises, c'est aussi grâce à Stan que tu as eu une meilleure place que moi à Olympia pour les finales. Ah oui, exact, parce qu'en fait, c'est exactement ça. En fait, j'avais pris mes places pour les pré-judging et il y avait plus de place pour les finales depuis des mois et des mois. Et du coup, j'étais dégoûté parce que bah, voilà, j'avais prévu de faire un reportage sur tout le Mister Olympia, mais si t'as pas les finales, bah, c'était con, quoi. Donc j'étais vraiment dégoûté. Et puis Stan, effectivement, il me dit, ah, mais moi, je peux t'avoir une place en finale, il n'y a pas de souci, hein. Et j'ai dit, quoi, t'es sûr? Et puis là, il va sur le stand de Trifecta, là où il y avait Jay Cutler et tout ça. Il dit, vous me filez une place VIP pour mon pote Julien et tout? Ouais, pas de souci. Et puis là, je me retrouve en place VIP tout devant. Donc, c'était juste Incroyable. génial. Incroyable, ouais. Et je le remercie encore aujourd'hui, mais c'était vraiment, vraiment exceptionnel. Et j'avais prévu de partir et tout, hein. Du coup, j'ai réservé une nuit d'hôtel de plus vite fait. Et puis, j'étais comme un gosse, quoi. C'était juste génial. C'était génial. Incroyable. Ouais, je fais une petite aparté parce que tu en parlais des places pour Mister Olympia. Quand elles sont sorties cette année, ça partait très vite. J'étais en van perdu avec une connexion pourrie en train d'essayer de choper justement les places avant que ce soit sold out. Donc ouais, je comprends que tu te sois retrouvé. Ah, mais à mon avis, Ah, pour celui-là, il faut s'y prendre maintenant, hein. ouais. Bah, en C'est. fait, le truc, c'est ça, c'est qu'ils ouvrent les places à une certaine heure, un certain jour, mais c'est assez mal communiqué. Enfin bref, c'est un truc de fou. Ouais, ouais, Un truc de fou. c'est assez particulier. Mais là, pour le coup, il faudra s'y prendre en avance, sinon c'est sûr que c'est mort. Ouais. Il y a un gros sujet qu'il faut qu'on aborde. euh, et c'est un sujet dont tu parles énormément sur tes réseaux et qui fait aussi partie de ton identité. Ouais, C'est que il y a quelques années maintenant, tu, tu as eu une blessure au dos, tu as eu aussi une opération qui s'est plus ou moins bien déroulée. En tout cas, les suites de cette opération, tu as eu des complications. Et ouais, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur tout ça. Et après, j'aurais plusieurs questions pour ceux ouais. peut-être qui connaissent pas l'histoire. Alors, donc en 2017, j'étais en train du coup de faire mes compétitions pro. J'enchaînais, j'ai fait, il me semble, 3, 4 compètes pro du coup en men's physique. Donc, c'était vraiment le début pour moi dans le monde de pro. Et puis, bah, le fait, c'est vrai, d'avoir enchaîné toutes ces compétitions
du coup, pour avoir ma carte pro, d'abord Musclemania, puis ensuite ma carte pro IFBB, et puis ensuite les compétitions pro que j'ai fait, bah, c'est vrai que ça, je pense que ça m'a, à force de faire toutes ces sèches et tout ça, ça m'a encore plus déshydraté les disques. Alors, il faut savoir que depuis que je suis ado, j'ai des problèmes lombaires et des problèmes d'hernie discale. Donc ça, je les ai depuis vraiment très longtemps, depuis que même avant mes 14 ans. Et j'ai toujours refusé de me faire opérer parce que j'avais une peur bleue justement de l'opération. Je voulais pas qu'on me touche le dos. C'était quelque chose voilà, que c'était pas possible pour moi. Et du coup, j'ai toujours vécu plus ou moins avec des douleurs, mais qui étaient quand même supportables. Mais du coup, j'ai jamais quasiment fait de squat lourd ou de soulevé de terre lourd ou de rowing buste penché lourd et tout ça parce que j'ai toujours eu ces douleurs en fait depuis quasiment toujours. Donc j'ai toujours fait super attention. Sauf que effectivement, je pense que le fait d'avoir enchaîné autant de compétitions, autant de sèches, ça m'a encore plus déshydraté les disques qui étaient déjà bien abîmés. Et du coup, à un moment donné, je me bloquais très souvent. Et c'était juste hyper douloureux. C'est-à-dire que quand je me bloquais, en fait, c'était comme un poignard dans le dos. Et après, je pouvais m'écrouler par terre et plus pouvoir bouger pendant 15 jours. Et ça arrivait de plus en plus fréquemment. Et du coup, ça devenait vraiment un peu invivable, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des séances à Miami de décompression lombaire parce que je voulais pas me faire opérer encore. Donc, j'ai testé ça. C'est des techniques, en fait, où on est harnaché. Donc, on a le bassin qui est harnaché et puis on est placé sur une machine assez sophistiquée, donc qui étire, en fait, la partie du dos qui comprime la hernie. Et c'est des techniques quand même assez révolutionnaire. Et c'est vrai que j'y allais 3 fois par semaine, ça avec le kiné, le chiro, etc. Et ça me faisait effectivement beaucoup de bien. Sauf que à partir du moment où j'ai commencé à diminuer les séances ou à arrêter, après c'est revenu totalement. Donc en fait, c'était juste finalement temporaire, quoi. Et puis donc là, j'ai dit bon, c'est bon, il faut que je fasse quelque chose parce que là, j'en peux plus, c'est invivable. Du coup, j'ai trouvé après m'être renseigné quand même pendant longtemps, une technique qui s'appelle l'herniectomie, qui est une technique mini-invasive qui permet de ne pas avoir recours à une opération classique où on t'ouvre complètement. Tu sais, maintenant, en fait, on t'ouvre de devant. Donc déjà, je te laisse imaginer quand tu es sportif, bodybuilder, qu'on te détruit un peu les abdos, c'était juste pas possible pour moi. Donc en gros, on t'ouvre par devant et on te place un disque en titane. Donc c'est les nouvelles techniques. Apparemment, ça fonctionne assez bien, mais je voulais surtout pas ça en fait. Et du coup, j'avais entendu parler de cette technique, herniectomie, où tu es sous un scanner en fait, et avec l'aide de 3 petites aiguilles, ils arrivent à te gratter la partie de la hernie qui irradie sans arrêt le nerf. Et donc, c'est ça qui m'entraînait les blocages constants. Euh, Sauf que le problème de ça, c'est que effectivement, ça a marché parce que je me bloquais plus. Mais du coup, tu arranges pas vraiment le problème parce qu'en fait, tu diminues encore plus la taille du disque finalement, qui était déjà assez réduite. Il n'est pas réhydraté, il n'est pas. Donc, voilà. Alors, le truc, c'est que le soir, c'était en ambulatoire, ça veut dire que le soir même, je peux rentrer. Le soir même, je peux marcher. Ça allait à peu près bien. Et puis le lendemain, je commence à ressentir des douleurs, mais atroces, d'électricité, de trucs, mais horribles. Euh, et puis jusqu'à ce que je puisse quasiment plus bouger, quoi. Et du coup, je savais vraiment pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit peut-être que l'opération a foiré, ou alors mon corps réagit mal, ou je sais pas. Et du coup, j'appelle les pompiers, obligés, ils ont dû me porter et tout ça, retour aux urgences. Et aux urgences, c'était morphine et compagnie parce que les douleurs étaient insupportables. Et là, après, ils m'hospitalisent du coup en service rhumato. Et ils me refont des scanners et puis ils me disent bah, ça doit être un œdème post-opératoire. Donc on va rester sagement et puis on va voir ce qui se passe et tout ça. Sauf que bah, en fait, je suis resté un mois sans savoir plus ce qui m'arrivait et j'étais dans un lit d'hôpital sans pouvoir bouger, sans pouvoir me tourner dans le lit, sans pouvoir me lever, sans pouvoir m'asseoir. C'était juste horrible. Et donc, juste, j'avais ma morphine pour supporter la douleur.
j'avais des cachets et en fait, ils n'arrivaient pas à trouver ce que j'avais vraiment, quoi. Jusqu'au jour où bah, ils me décident de me laisser partir parce qu'en fait, j'avais l'impression un petit peu qu'ils pensaient que c'était dans ma tête ou que j'étais peut-être une chochotte ou j'en sais rien, tu vois. Mais en gros, ils m'ont laissé partir donc sur chaise roulante, je pouvais pas marcher, avec des cachets d'oxycodone. Donc pour tous ceux qui connaissent, c'est extrêmement fort en fait et ça rend très addictif. L'oxycodone, c'est horrible. Je conseille à personne d'en prendre, mais pour le coup, j'avais vraiment pas le choix tellement les douleurs étaient intenses. Ils m'ont laissé partir comme ça, sauf que arrivé dans ma famille, bah, j'ai pas tenu 24 heures, quoi. C'est-à-dire que les douleurs étaient revenues mais 100 fois pire. Et, euh, et là, du coup, j'ai dû faire appel à un ami chirurgien que je connaissais très bien, du coup, de la clinique du Parc de Montpellier, qui m'a dit de venir tout de suite aux urgences parce que c'était absolument pas normal ce qui m'arrivait. Et j'ai été pris en charge du coup très rapidement. Ils m'ont fait des ponctions lombaires qui ont duré 45 minutes sous scanner. C'était juste horrible, les douleurs, c'était atroce, mais c'était obligatoire en fait pour voir vraiment ce que j'avais. Et là, dans la nuit, ils ont trouvé tout de suite que j'avais en fait une spondylodicite. C'est-à-dire que depuis un mois, il y avait une bactérie qui était en train de me bouffer tout simplement les os et les disques et qu'ils n'avaient pas vu donc, dans l'hôpital précédent à Nice. Et, euh, et là, ils l'ont découvert tout de suite, en fait, cette bactérie donc, que j'avais chopée forcément lors de l'opération, parce que ça, c'est ce genre de bactérie que tu ne peux pas choper ailleurs. Et c'était en train de me bouffer les disques. J'avais des trous, en fait, dans les vertèbres et dans les disques. Donc, j'aurais attendu peut-être quelques semaines de plus, autant je ne serais plus là, parce que ça peut se transformer en septicémie, donc infection généralisée, et tu peux en crever, quoi. Donc, ils m'ont mis tout de suite sous antibiothérapie. Et puis là, au bout de quelques jours, quelques semaines, ça allait déjà un petit peu mieux. Et puis, ils m'ont construit un corset en dur, moulé à mon corps, pour que je puisse commencer à m'asseoir au bord du lit. Et puis après, à l'aide de plusieurs kinés, ils m'ont aidé petit à petit à me lever du lit, puis à me rasseoir. Et ça, c'était horrible. Ça a duré 3 mois, du coup. Donc, je suis resté 3 mois de plus. Et donc, chaque jour, je faisais un pas, je me rasseyais du lit. Je m'asseyais sur le bord du lit, je me levais, je redescendais, c'était mon sport de la journée. Et après, petit à petit, bah, voilà, petit à petit, j'ai réussi à faire quelques pas. Honnêtement, les docteurs à ce moment-là me donnaient un an pour remarcher, voire si je remarchais un jour. Donc, si tu veux, c'était très compliqué. Là, je pensais plus du tout à la compétition, plus du tout à quoi que ce soit. Je pensais juste à sortir de là et à pouvoir marcher, en fait. Ça a été assez difficile, mais je pense que j'ai réussi à tenir grâce au mental que je me suis forgé, justement grâce aux compétitions. Et puis aussi au fait que ma femme était là avec moi tous les jours, qui restait dormir à côté de moi dans ma, dans ma chambre d'hôpital. Et, euh, et je continuais à bosser aussi, je continuais sur mon ordinateur, je continuais à partager ça en vidéo. Euh, et en fait, ça m'a aidé le fait de partager justement mon malheur, entre guillemets. Je pense que ça m'a aidé. Et ça a aidé aussi les gens qui pouvaient être peut-être dans un cas similaire à moi. Et, euh, et voilà, ça a été une période vraiment, vraiment très difficile. Et puis voilà, petit à petit, après, bah, au fil des mois, une fois que j'ai pu recommencer à marcher, même avec le corset, je suis retourné du coup à la salle. C'est ma femme qui me chargeait les machines, donc avec des petits poids, mais parce que je pouvais pas trop bouger, pas me baisser, etc. Donc elle m'accompagnait à tous mes entraînements pour m'aider à charger les machines. Et je faisais assez doucement, aux élastiques aussi. Puis voilà, petit à petit, bah, j'ai repris comme ça. Et au bout d'un an, j'ai décidé de me fixer le challenge de remonter sur une scène de compétition pro en classique physique, parce que c'était un rêve pour moi. Et donc c'est ce que j'ai fait, du coup, à San Marino en Italie, pour ma toute dernière compétition en pro, c'était en 2019. Alors, j'ai pas fait de place, évidemment, hein, mais j'ai quand même atteint un physique que j'aurais jamais pensé pu atteindre avec ce que j'avais eu avant. Et pour moi, ça a été ma plus belle victoire, finalement, parce que je voulais me montrer à moi-même que c'était possible et aux autres aussi, malgré ce que j'avais eu. Donc, euh, donc voilà, je pense que bah, j'ai fait un petit peu le tour de ça, même si, évidemment, il y a eu des hauts et des bas. Tu t'imagines bien, c'était pas Ouais, aussi ouais, bien simple sûr. que ça.
Voilà pour la petite histoire, quoi. Mais alors pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, elles sont encore disponibles sur ta chaîne, elles sont super intéressantes, surtout, autour de l'opération, la rééducation, la reprise de sport. Justement, comme tu l'as dit, tu l'as bien documenté et il y a un truc qui saute aux yeux, qui est ultra, que moi j'ai remarqué, c'est que malgré ces épreuves difficiles, tu passes de sportif de haut niveau qui bouge tous les jours finalement, à quelqu'un qui est dans un lit d'hôpital, qui a des difficultés à faire un pas. Et dans tes vidéos, tu gardes malgré tout le sourire. Tu es archi souriant. Je sais pas si on t'a déjà fait la remarque. Tu as le Ouais, smile, tu c'est as l'air vrai, on m'a dit: enjoué «Mais de comment chaque. tu Et comment comment tu tu fais fais?» justement pour. Ouais, voilà. Alors, je ne souriais pas toute la journée, hein, je te rassure, hein, parce que c'était vraiment très compliqué, évidemment. Et tu te sens aussi très, très diminué parce que quand tu es dans un lit d'hôpital et que tu n'es plus du tout autonome, j'étais plus autonome pour me laver. Donc, j'étais même plus autonome pour aller aux toilettes. Donc, tu t'imagines, tu es dans un lit, tu peux rien faire à part regarder ton ordinateur et c'est tout, quoi. Donc, tu te sens vraiment très, très diminué, en fait. Mais j'avais, d'un autre côté, je me disais que ça pouvait être pire, et puis qu'il y avait très certainement d'autres personnes qui étaient dans une situation bien pire que moi aussi, en fait. Et ouais, en fait, j'ai toujours fonctionné dans le sens où s'il y a quelque chose qui m'arrive, c'est pas pour rien. Euh, et du coup, j'ai toujours ça, en fait. J'ai l'impression que voilà, c'est comme si l'univers me montrait une direction en fait à prendre ou pas. Et du coup, je me suis dit, bah, c'était peut-être un signe pour me dire d'arrêter la compétition et qu'il faut que je m'oriente vers autre chose. En fait, j'essaye de toujours, même dans le pire des cas, de trouver, si tu veux, une situation ou quelque chose qui me permette de transformer cette situation difficile en positif. Parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. C'est comme ça. C'est que, bah, voilà, tu vas pas te laisser crever. Tu as des personnes qui te soutiennent. Et puis, je pense que ma communauté m'a soutenu aussi beaucoup. Donc, ça y fait, tu vois, ça m'a boosté aussi. Évidemment, ma femme, comme je le disais, qui était là tous les jours aussi, la famille aussi. Donc tout ça, bah, ça te pousse aussi à te dire, bah, voilà, chaque jour, je fais un petit pas de plus pour y arriver, quoi. Et encore une fois, je pense que c'est cette discipline aussi de mes compétitions qui a fait que j'ai réussi à maintenir justement le cap voilà, et à résister à tout ça, tu vois. Donc, euh, donc ça m'a beaucoup aidé, ça. Est-ce que c'est aussi ta communauté qui t'a donné envie de remonter sur scène et de refaire une compétition après tout ce qui t'est arrivé? Ou c'est toi, une envie personnelle que tu avais? C'est un petit peu les deux, forcément, parce que bah, ma communauté, elle était, bah, elle me poussait aussi, c'est sûr, parce qu'elle m'a connu dans les compétitions. Je pense que j'ai été peut-être un des premiers qui partageait des vlogs de compétition il y a 6 7 ans. Euh, J'allais un petit peu partout du coup dans les États-Unis et je montrais en fait toute la préparation, mais aussi tous les backstage des compétitions, comment ça se passait. Je montrais l'hôtel dans lequel j'étais et tout ça. En fait, c'était à l'époque c'était ma femme qui me filmait. On allait un petit peu partout et tout ça, et je partageais un petit peu tout. Donc c'est vrai qu'ils se sentaient proches de moi et ils avaient envie de revivre un petit peu ça. Et je comprends tout à fait parce que c'est comme ça aussi que ma chaîne s'est fait connaître et je comprends que ben voilà, que c'est quelque chose qui leur manquait aussi. Donc c'est un petit peu des deux. Moi, pour me prouver que j'étais capable de remonter sur scène, c'était un challenge personnel et aussi pour, je pense, voilà, pour faire plaisir aussi à ma communauté et puis pour les remercier aussi de m'avoir soutenu bah, pendant tout ce temps aussi. Donc c'est les deux finalement. Après tous ces épisodes difficiles en termes de douleur, en termes de blessures et en termes de après la bactérie, en fait, finalement, au dos, on pourrait s'imaginer que c'est fini, tu as réussi à marcher, tu as fait une compétition. Mais moi, je connais un peu l'histoire, je suis un petit peu ce que tu fais et j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, c'est pas réglé, tu as toujours des problèmes au dos. Je me trompe pas? Oui, oui, exactement, oui. C'est très loin d'être réglé et ça sera jamais réglé, malheureusement. Si tu veux, le disque, il va pas se régénérer tout seul. Donc, si tu veux, maintenant, j'ai comme quasiment si j'avais plus de disque, en fait. Parce que, bah, malheureusement, la bactérie, elle a bouffé le disque et c'est comme si mes vertèbres allaient presque se souder, si tu veux, parce qu'il y a très, très peu d'espace entre les deux. Donc, forcément, oui, j'ai encore beaucoup de douleurs. Alors, il y a des jours avec, des jours sans.
Mais c'est vrai que je dois un peu jongler du coup avec différents appareils. J'ai ma table d'inversion aussi que j'utilise fréquemment ou mon Ubax aussi de temps en temps. Je continue mes séances chez le chiro aussi, le kiné, etc. Donc oui, si tu veux, je pense que malheureusement, je vivrai toujours avec ça et j'ai pas envie non plus de me faire opérer maintenant. Donc ce qu'il y a, c'est que j'essaye de faire en sorte de ressentir le moins possible la douleur, de faire des exercices qui ne me rendent pas encore plus, qui n'aggravent pas la douleur en fait. Donc j'adapte mes entraînements évidemment. Et puis voilà, j'essaye de faire en sorte que ça soit pas trop insupportable. Et puis surtout, j'essaye aussi de ne plus prendre de cachets antidouleurs et tout ça qui sont pas non plus top sur le long terme. Donc, à partir du moment où j'arrive plus ou moins à gérer les douleurs sans avoir à prendre d'antidouleurs, et puis voilà, je pense que bah, c'est quelque chose à laquelle je me suis habitué malheureusement. Et puis il y a des jours avec, des jours sans, mais c'est comme ça. Je me dis, je vis avec. Et puis voilà, j'essaye de faire en sorte de m'améliorer chaque jour pour essayer d'avoir un petit peu moins mal. Et, euh, et puis voilà, peut-être que d'ici quelques temps, quelques années, il y aura d'autres techniques qui seront plus adaptées à mon cas. Euh, Puis voilà, j'essaye de me renseigner encore sur peut-être d'autres techniques qui permettent aussi euh, de pas régénérer les disques, mais plutôt euh, comment dire, de les réhydrater. Donc, je sais qu'il y a des méthodes avec notamment l'eau de Quinton ou autre qui existent. Donc, il faut que je me renseigne un petit peu plus sur ça et puis que éventuellement je franchisse le cap pour voir ce que ça peut donner avec la réhydratation des disques, pourquoi pas. Euh, Après, je sais qu'il y a des techniques de cellules souches qui commencent aussi à se démocratiser un peu plus, surtout aux États-Unis, on va dire. Donc, à voir, peut-être, pourquoi pas tester aussi un jour. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, je vis avec, on va dire. C'est pas tous les jours évident, surtout quand tu as un petit de 16 mois que tu portes aussi régulièrement et tout ça. C'est pas évident parce que bah, malheureusement, bah, des fois, c'est difficile de le porter parce que le dos, ça tire. Et puis, c'est pas comme dans la salle de muscu où je peux faire des exercices où je suis adapté avec le buste appuyé, où je choisis mes charges, je fais super attention. Là, quand tu prends ton petit de 12-13 kilos au fond du lit et que tu te redresses pour le prendre et tout, bah, là, les douleurs aussi, elles sont là, quoi. Donc, c'est pas évident tous les jours. Mais voilà, je fais avec, on va dire. Mais alors, est-ce que du coup, la musculation, c'est devenu indispensable dans le sens où est-ce que le fait que tu sois musclé, ça permet de réduire les douleurs, à contrario de si tu arrêtais la musculation, est-ce que ça augmenterait les douleurs? Parce que je sais qu'il y a pas mal de Alors, pathologies aussi qui dépendent aussi de la musculature. ouais, bien sûr. Alors, clairement, quand je me suis fait opérer, les médecins m'ont dit que si j'avais pas eu cette masse musculaire, j'aurais mis beaucoup plus de temps à récupérer. Parce que forcément, j'avais beaucoup fondu, surtout au niveau des cuisses et tout ça, parce que quand tu es dans un lit d'hôpital pendant quasiment 4 mois, allongé, sans pouvoir bouger, et que tu es nourri avec des perfs, le poids, il descend très vite, hein. Donc, voilà, ils m'ont dit, heureusement que j'avais une masse musculaire déjà de base qui était importante parce que sinon j'aurais mis beaucoup plus de temps pour récupérer, ça c'est sûr. Euh, et puis on sait très bien que pour ce genre de pathologie, en fait, quand même, le fait d'avoir une certaine masse musculaire, ça permet de maintenir malgré tout, du coup, une certaine tension, ça permet de rester quand même en forme. Après, évidemment, peut-être que si je perdais un petit peu de poids, ça soulagerait peut-être un petit peu mon dos aussi. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel je travaille. Donc c'est vrai que là, je suis plus dans une démarche de prendre du muscle à tout prix. De toute façon, maintenant, je vais avoir 43 ans cette année. C'est pas mon but de prendre encore du muscle, en fait. C'est plutôt de me maintenir, d'être plus dessiné, plus athlétique, d'être en meilleure santé, meilleure forme. Donc, si tu veux, voilà, c'est plus maintenant dans mes objectifs là, ce serait plus effectivement peut-être de perdre un peu plus de poids pour soulager davantage mon dos et puis travailler autour de ça, faire des étirements un peu plus adaptés, etc. Donc voilà, je suis plus dans une démarche de santé, longévité, etc., quoi, on va dire.
Je sais pas si tu l'as vu récemment, il y avait eu un petit débat entre, Jamcore et des kinés, des ostéos, concernant la pratique du squat, notamment avec les hernies discales. Je sais pas si tu avais entendu parler un peu de ce débat-là? J'ai Où, pas vu le débat, mais mais ça me en gros, dit. l'idée était que Jamo, donc Jamcore, disait Ouais, ouais. qu'il fallait pas, faire de squat tout simplement lorsqu'on a une hernie, et du côté des kinés, des ostéos, en tout cas certains d'entre eux, ils disaient que c'était situationnel. Donc en fait, c'est un peu sous-jacent du débat dos rond dos droit que tu as dû entendre, je pense, à l'époque. Toi qui es, je pense, concerné par toutes ces questions-là, comment tu te positionnes? Quel serait le discours que tu aurais, justement, entre tout ce brouhaha finalement? Bah, déjà, ça dépend pas mal de ta morphologie aussi. Et je pense que même sans hernie discale, tout le monde ne devrait pas faire de squat. En fait, moi déjà à la base, j'ai le bassin qui est légèrement décalé et j'ai entre 4 et 6 millimètres de différence sur une des deux jambes. Donc, ce qui fait que j'ai mon bassin qui est décalé. Et ça, il y a beaucoup de personnes, en fait, plus que ce qu'on le croit, qui ont ce genre de problème avec une bascule, légère bascule du bassin. Donc, quand tu fais un squat avec une bascule du bassin, tu as de fortes chances de te pincer les disques ou de te blesser, tu vois. Donc déjà, en fonction de ta morphologie, tu ne peux pas faire de squat. Donc, c'est pas tout le monde qui peut en faire. Euh, déjà. Et ensuite, après, à partir du moment où tu as effectivement des hernies discales, moi, pour ma part, je conseille absolument pas d'avoir de charge sur le dos tout court. Donc, tout ce qui est au-dessus des épaules, c'est même pas la peine, c'est à éviter vraiment pour moi, en tout cas. Et même, je dirais, certains exercices comme le hack squat ou la presse, euh, on n'a pas l'impression, mais ça comprime aussi beaucoup les disques, quoi. Moi, je le ressens énormément. Si je fais de la presse, que ce soit un petit peu lourd ou du hack squat, mais pour moi, c'est comme si je faisais des squats, hein. C'est pareil, je sens le lendemain, j'ai des douleurs, limite, je ne peux plus marcher, suivant comment je le fais. Donc, à partir du moment où on a du poids sur les épaules, où il y a une compression lombaire, une compression des disques, je pense que c'est vraiment à éviter quand on a des hernies discales, quoi. Donc après, ça c'est mon avis, c'est par rapport aussi à mon expérience, par rapport à mes ressentis. Euh, donc il y a tellement d'autres exercices qu'on peut faire maintenant. En plus, il y a pas mal de machines dont même en France, les salles commencent bien à s'équiper, que ce soit des belles squats, où du coup on a la charge qui est plus du tout répartie sur les épaules, puisque c'est vraiment au niveau du bassin, donc il y a vraiment beaucoup de moins de risques. Euh, il y a certains pendulum squats qui sont beaucoup moins aussi, voilà, qui compressent beaucoup moins aussi la colonne. Euh, mais je veux dire, il y a pas mal d'alternatives. Je préfère utiliser des fentes, des squats bulgares, tu vois, ce genre de choses. Euh, mais voilà, il y a toujours moyen quand même de continuer à se muscler les cuisses et le dos, malgré des hernies discales. C'est juste qu'il faut s'adapter, adapter les exercices. Mais dans tous les cas, voilà, moi, c'est pas quelque chose que je recommande pour des gens qui ont des hernies discales ou qui ont une bascule du bassin, comme je le disais, par rapport à leur morphologie, quoi. Il y a un dernier sujet dont je voudrais discuter avec toi. Je pense qu'on a fait, plus ou moins le tour, sur la blessure, tu me diras. Mais, il y a en ce moment, on fait pas mal de vidéos sur YouTube. On parle de bodybuilding, l'histoire du bodybuilding, d'autres choses. Et forcément, je sors pas ça de mon chapeau, je fais aussi des recherches sur internet et très souvent, je tombe sur un site internet quand je fais des recherches sur le bodybuilding et c'est bizarre, mais c'est le tien. Il est très fourni, il y a énormément de choses. Tu parles et puis, tu le tiens depuis longtemps. Qu'est-ce qui Ouais. te pousse encore aujourd'hui à alimenter, ton site d'articles, de fiches sur le bodybuilding, sur les athlètes? Qu'est-ce que tu en retires de tout ça? Pourquoi tu le fais finalement? Bah, tout ça, déjà, ça fait partie de mon business, déjà. Je ne veux pas le mentir, c'est mon site, c'est mon business. Mon corps, c'est mon business. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. J'ai commencé il y a tellement longtemps, ça fait plus de 23 ans, presque 25 ans que j'ai commencé. J'ai commencé le coaching en ligne même avant de partir aux États-Unis.
Et puis après, bah, j'ai essayé de me professionnaliser un peu plus, disons, de rendre les choses beaucoup plus pro. Parce qu'au début, comme je te disais, c'était ma femme qui me filmait, c'est moi qui faisais les montages, j'ai créé mon premier site internet, je commençais à écrire des articles, ma femme a commencé à écrire des mailings, des newsletters, puis on était vite dépassés, quoi. En fait, on était que deux pour tout faire et ça a été très vite compliqué. Et puis après, bah, petit à petit, on s'est entouré bah, d'une équipe, on a commencé à déléguer finalement, mais ça a pris des années évidemment, hein. C'est pas du jour au lendemain qu'on a fait ça, parce que bah, on avait beaucoup de travail, que ce soit en termes de coaching déjà, j'avais beaucoup de demandes aussi. J'ai commencé aussi à créer des programmes autonomes, des e-books, etc. Et donc tout ça, on s'est très vite rendu compte qu'à deux, on n'arriverait pas à suivre le rythme et à gérer. Et du coup, j'ai toujours, de toute façon, voulu partager, que ce soit sur ma chaîne ou sur mon site, des contenus bah, pour aider les gens, tout simplement, à y voir un peu plus clair, parce qu'en fait, il y a tellement d'infos sur Internet qui circulent de personnes qui ne sont pas qualifiées ou bah, qui racontent un peu n'importe quoi, que j'avais vraiment envie de partager moi mon expérience, mon ressenti, mais aussi tout ce que j'ai appris durant toutes mes années d'études euh, et de le retransmettre à la fois en vidéo et à la fois sous forme d'article. Et grâce à ça, en fait, depuis 10 ans, ça nous a permis d'avoir un nombre de visites important sur mon site, puisque à ce jour, mon site compte plus de 150 000 visites par mois, ce qui est pas mal du tout en fait pour un site de musculation, bodybuilding, etc. Surtout que c'est un site qui a mon nom, donc c'est assez bien, quoi, on va dire. Et puis c'est un gros travail en fait du coup de référencement et tout ça. C'est vraiment beaucoup de boulot. Et donc forcément après on a dû s'entourer d'une équipe pour nous aider aussi à gérer d'autres parties plus techniques du coup que nous on pouvait pas forcément tout gérer parce que bah c'est clair que ça c'est énormément de travail. Et donc aujourd'hui, bah, on est une équipe d'une bonne dizaine de personnes donc qui travaillent pour moi, que ce soit en termes de montage vidéo, en termes de design, en termes de copywriting, de newsletter, de site, de rédacteur, de closer, de plein de choses en fait que les gens, je pense, ne s'imaginent même pas en fait. Voilà, mais c'est notre entreprise en fait qu'on a créée et qui évolue depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis voilà, qu'on continue de partager ma passion au mieux. Et puis c'est vrai que c'est difficile parce que quand ça fait plus de 10 ans, bah, tu as fait quand même pas mal le tour hein, en termes de vidéos, en termes d'articles et tout ça. Donc c'est très difficile de continuer à se renouveler, à trouver des nouvelles idées, etc. Donc voilà, mais écoute, on travaille toujours sur ça. Et puis on a plein de nouveaux projets aussi qui vont arriver dans l'année. Donc voilà, en tout cas, on est toujours à fond et on travaille énormément, contrairement à ce que beaucoup pensent. Parce qu'on voit juste sur les réseaux sociaux, les stories, les trucs comme ça, les vidéos, et puis on se dit, ça doit être la belle vie. Sauf que les gens ne voient pas du tout le travail qu'il y a derrière, et c'est un travail de 7 jours sur 7 non-stop, où on n'a pas pris de vacances depuis 2017 et pas un seul jour de repos non plus. Et ça, les gens ne le voient pas, quoi. Donc, Mais bon, quand on fait ce qui nous plaît, ce qu'on aime, c'est, comme on dit, on compte pas. Mais ce que tu disais est super intéressant, c'est que la musculation, le bodybuilding en soi, on a assez vite fait le tour. Et pourtant, ton site continue d'être alimenté d'articles très régulièrement. Est-ce que c'est Mhm. toi qui choisis les sujets, qui sélectionne les sujets, ou tu aurais aussi de quelqu'un justement pour être informé en fait finalement sur ce qui se passe, sur les sujets que tu pourrais écrire? Alors oui, j'ai un membre de mon équipe qui s'occupe de ça, mais je suis toujours là pour valider en fait ensuite les sujets. Donc on me fait des propositions, mais c'est toujours moi qui valide ensuite, qui est toujours le dernier mot en fait. Mais par contre, oui, j'ai une équipe qui m'aide avant, en amont, qui fait des recherches pour moi, etc. Donc oui, ça pour ça. Mais voilà, c'est toujours dans tous les cas moi qui supervise toujours et qui est le dernier mot, surtout, on va dire, avec ma femme aussi. Vous travaillez en équipe sur Ouais, tout ce que tu fais en fait? surtout, on travaille en équipe et puis c'est plus elle qui gère l'équipe aussi.
Donc voilà, c'est pas évident aussi avec un petit de 16 mois aussi, comme je dis, pour gérer en plus tout ça. Mais voilà, on fait au mieux et puis écoute, ça se passe plutôt pas mal. Écoute, Julien, j'ai abordé la majorité des sujets que je voulais aborder avec toi. Ça fait je crois plus d'une heure qu'on est en train de discuter. Est-ce qu'il y aurait peut-être des sujets que tu aurais aimé traiter ou dont tu aurais aimé parler que j'ai pas abordé, aujourd'hui? Bah écoute, franchement, pas forcément. Là, ça fait déjà ouais, comme tu dis, une bonne heure qu'on discute ensemble. On a fait pas mal le tour de plein de choses. Après, il y a toujours plein de sujets, hein, mais dans ces cas-là, il faudrait des podcasts de 10 heures non-stop. Exact. Donc, écoute, pour l'instant, pour aujourd'hui, je pense on a fait vraiment pas mal. Mais voilà, c'était vraiment cool en tout cas, ce petit échange. Et merci encore une fois de m'avoir invité. Et j'espère avoir répondu le mieux possible à toutes tes questions et puis que les auditeurs seront enchantés aussi d'écouter notre conversation. Et puis longue vie à ton podcast aussi. Ah bah, écoute, je te remercie. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté l'invitation, hein, d'ailleurs. Et puis, notre porte est grande ouverte, donc si tu veux revenir pour un nouvel épisode, c'est avec grand plaisir, en tout cas. Donc, merci beaucoup Julien, d'avoir écouté le podcast. Il y a quelque chose que je ne fais pas d'habitude, que je dois faire. On n'arrête pas de me le dire. Si vous avez aimé le podcast, il faut mettre 5 étoiles sur le podcast, s'il vous plaît, Ah oui. Spotify. On me dit que je le dis pas assez, donc je vais le dire un peu plus. Voilà. En tout cas, encore une fois, je te remercie. N'hésitez pas à aller voir les différents réseaux, de Julien si c'est pas encore fait. Donc, ses réseaux sociaux, son site qui est une mine d'or encore une fois, Bah, et vous tapez également, mon ses nom, je vidéos sais que c'est YouTube. compliqué, le nom est compliqué, mais voilà, vous tapez Julien Cagarini sur Internet, vous trouverez de toute façon mon site, mes réseaux sociaux sans problème. Donc, je vous laisse faire vos recherches et vous trouverez tout ce que vous avez besoin. De toute façon, je crois que ton nom, il sera évidemment dans le nom de l'épisode, donc ça devrait pas être trop difficile à Je partir de ce pense. moment-là. En tout cas, je te remercie. Je vous remercie d'avoir écouté, puis on te retrouve très vite pour un nouveau podcast. Encore merci à toi en tout cas. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés.